Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point le professeur Auguste Demisa. Professeur, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois. Bon, c'est toujours un privilège et un plaisir d'être à Radio Métropole et de partager les points de vue, de débattre librement et sans contrainte et en toute liberté. Qui oserait accueillir et tenter en même temps de poser des contraintes au professeur Demisa? On ne m'accueille pas. C'est plus facile. C'est plus facile. Alors, professeur, on va commenter l'actualité avec vous. Et d'abord, prenons quelques points d'actualité. La MINUSTAH, qui quittera le pays bientôt. Est-il nécessaire de recourir à l'armée? Est-ce nécessaire aujourd'hui? La question de nos jeunes qui laissent le pays en direction du Chili en quête de cieux plus cléments. Ce sont là, entre autres, les points que l'on aura à débattre au cours de cette émission. Encore une fois, bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, et ce sont des sujets non seulement d'actualité, mais ce sont des sujets que, à mon humble avis, qui mettent en question même l'avenir de ce pays. Donc il faut non seulement les questionner, mais essayer aussi de voir comment nous pourrions arriver à nous en sortir. Le gouvernement. Est-ce qu'il existe un gouvernement? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Non, moi je réponds, il existe un président, mais je ne vois pas de gouvernement. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est le président qui fait tout, à l'encontre même des prescrits constitutionnels. Le président est le garant du fonctionnement des institutions et il veille au bon ordre, au bon fonctionnement de ces institutions et à une vision. Mais je vois que c'est le président qui décide, qui fait. Le président inaugure des centres déclare que les passeports seront disponibles. Il est ministre des Travaux publics en annonçant la construction d'une autoroute partant de Gressier à Cabaret. Il prend l'initiative en passant par-dessus le ministère de l'Agriculture et de l'ODVA pour lancer sa caravane. Donc je pense qu'on a un président one-man show. On a eu un musicien, bon maintenant on a un one-man show. Dans quel art? Je ne sais pas lequel. Peut-être c'est l'art de convaincre. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Est-ce qu'il y a violation des principes, des prescrits? Ou est-ce qu'il est passé outre ses prérogatives? Moi, je crois qu'il est en train de passer outre ses prérogatives. Parce que le président est censé définir une vision. Le chef du gouvernement opérationnalise cette vision dans un plan d'action. Les ministères élaborent un cadre programmatique qui sera transformé en plan, le plan en activité, les activités en stratégie pour l'atteinte des résultats. Je ne connais pas le concept de stratégie de développement, comme le porte-parole là semble vouloir le dire. Et il y a des activités, il y a des indicateurs d'atteinte. Voilà. Donc alors moi, quand je constate que maintenant, on lance des choses, c'est le président, c'est le one-man show, c'est le président qui parle. C'est le président qui décide. Oui, mais on vous dira aussi que c'était lui également qui avait fait campagne. Qu'il change de pays, ou bien qu'on change la Constitution, éliminant le poste de Premier ministre. À ce moment, il n'y a aucun problème. À votre avis, le Premier ministre devait être partout, à la place du président? Ah non, pas le Premier ministre, les ministres. Il y a les secteurs, c'est pour ça qu'on a des ministres. C'est aux ministres de travailler. Là, on a la triste impression que les ministres ne travaillent pas. C'est le chef de l'État qui est le chef d'orchestre et qui ne dirige pas. Il est non seulement le chef d'orchestre, mais il est un instrumentiste. Il joue à tous les instruments, il jouait au viola, au trombone, au saxophone, au violon, à la flûte traversière, à la flûte à bec, à tout. Donc c'est lui qui est là. Donc quand on suit le dossier de la caravane, qui est peut-être le dossier le plus lourd, qu'est-ce qu'on constate? On ne voit pas le ministre de l'Agriculture. On voit un aéropage d'hommes politiques entourant le président dans sa conquête de Bocuse et de l'Artibonite. Il ressemble énormément à Hannibal. Ou bien peut-être à Alexandre le Grand, c'est le temps qui le dira. Et si ces déplacements, ces visites sur le terrain, à un moment donné, donnent des fruits, donnent des résultats? Ah, j'ai rien contre qu'il soit sur le terrain. Mais il ne peut pas être omnipotent et omniprésent. Il peut être présent, mais pas omniprésent. Il peut orienter, participer, mais ne pas être omnipotent. C'est le juste milieu, l'équilibre.
Donc je crois que c'est là le problème. Et à ce niveau, vous pensez que les ministres doivent soit quitter leur poste, soit jouer leur rôle? Bon, moi je dirais que comment un ministre peut accepter d'être filmé au Palais national et qu'un Premier ministre, avec le président assis, remette à un ministre, mais je pense que la société haïtienne ne sait pas c'est quoi un ministre, remettre à un ministre une feuille de route. Une feuille de route est remise à un subalterne pour exécution. On peut discuter de la vision du Premier ministre qui va être traduite dans un cadre programmatique. Moi, j'ai trouvé ce cirque de très mauvais goût. Moi, Auguste de Meza, je n'aurais pas pu accepter qu'on me remette un papier. En public, je l'aurais déchiré, j'aurais dit, écoutez, c'est soit je suis ministre selon les prescrits de la Constitution de 1987, donc responsable de mon secteur. Je ne peux pas être responsable d'un secteur et c'est le chef de gouvernement qui me dit ce qu'il va faire. Oui, mais vous feriez quoi à ce moment-là de la vision du chef de l'État, la vision de la déclaration de politique générale? Voilà, on a un outil. Il y a la vision du chef de l'État, qui n'est pas claire jusqu'à présent parce que je ne l'ai pas. Ce n'est pas un slogan, terre, soleil, de l'eau, qui est une vision. Pour moi, c'est un slogan politique qui peut avoir un sens, qui peut n'avoir aucun sens, qui peut avoir ni sens, ni signification, donc qui n'aura pas de portée. Le président a une vision qui n'est pas claire, je ne l'ai pas jusqu'à présent en main. On parle de stratégie de développement, c'est les caravanes, je ne vois pas comment ça peut rentrer. Ça peut être un élément de vision, mais ça peut pas être la vision. Ça peut pas être la stratégie de développement, ça peut être une activité à l'intérieur de cette vision de développement. Nous sommes très clairs là-dessus. Autre point fondamental, je ne crois pas que si nous avons le Premier ministre, par sa déclaration de politique générale, donne les grandes lignes, annonce les grandes lignes pour que les secteurs puissent soumettre un plan, un cadre programmatique. Alors, non seulement le président a la vision, le Premier ministre définit à travers sa déclaration de politique générale le plan, la planification globale, la planification globale, et en même temps, le Premier ministre rentre dans le cadre de la planification sectorielle en remettant un ordre de route. Et si vous prenez, il y a des anachronismes forts. Il faudrait peut-être qu'on ait une émission spécifique sur ça. On va se retrouver avec des mandats de certains ministères, il y a des points qui ne sont pas du tout abordés. Ça montre une méconnaissance de ces secteurs. Et qui est responsable? Et malheureusement, il n'y a pas de vision à l'intérieur non plus de ce cadre programmatique. Ça me montre un ensemble de... C'est même pas un programme. Et parfois, c'est même pas un plan, ce sont des activités. Donc je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure, qu'on ferme le ministère de la Planification, parce qu'il ne sert plus à rien. Peut-être qu'on peut garder le ministère de la Coopération externe pour continuer à aller demander, mendier. Mais la planification, il faut qu'on retourne à un cadre programmatique. Si vous vous rappelez bien, en 2006, au lendemain de l'élection de M. Préval, il avait promis un cadre programme, un plan basé sur une vision pour 25 ans. Malheureusement, ça n'a pas été réalisé. Sur le gouvernement de M. Martelly, on n'en a jamais parlé. Le plan, personne ne savait ce que c'était. Tout le monde s'amusait à réaliser des activités, à partir du moment qu'il y avait une part lucrative pour l'initiateur du projet. Actuellement, après 4 mois, mille excuses, le gouvernement du président Moïse ne me montre pas, n'arrive pas à me démontrer qu'il veut sortir des ornières, des à-coups, les ornières de faire plaisir à une catégorie sociale. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Et même la déclaration de politique générale du Premier ministre devrait être questionnée. Malheureusement, je me souviens que tu m'avais invité une fois pour commenter à chaud le discours du président Martelly. Moi, je crois qu'il faut reprendre ses bonnes habitudes. Après une déclaration de politique générale, il faudrait qu'il y ait des commentaires en direct. Parce que pour moi, ce n'est pas une déclaration de politique générale. Il y a énormément de trous. Donc on a essayé de compenser avec ce cadre programmatique, cette feuille de route, qui pour moi est une aberration, un non-sens. Comment peut-on donner à un adulte, ta fille majeure, tu peux lui donner un conseil, mais je ne pense pas que tu peux lui remettre une feuille de route chaque jour. Sinon, je ne suis pas ministre, on n'a pas besoin de ministre. On a besoin simplement des gens inintelligents pour recevoir des ordres d'en haut et d'essayer de les exécuter. Donc il y a un problème au niveau du gouvernement. Il faut que les hommes et les femmes ministres puissent se ressaisir et dire, écoutez, je suis ministre et voici mes prérogatives en tant que ministre, en fonction, en référence à la Constitution de 87. Où est l'opposition dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a jamais eu une opposition en Haïti?
On a toujours élevé la voix, mais est-ce qu'il n'y a jamais eu une opposition réelle? On élève la voix, et immédiatement qu'on met un peu de beurre sur la langue, on se tait. La langue devient lourde. On a une direction générale, on a une secrétaire d'État, on a un poste de ministre, on a des petits postes par-ci par-là, on nomme madame comme consultante à l'ambassade de X, on nomme nos fils qui étudient comme consul, et la valeur n'atteint point le nombre des ans. On trouve un analphabète porteur d'un passeport diplomatique. On passe de 30 personnes à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Nous sommes à 52, 58 vice-consuls. On nomme un ministre conseiller dans un consulat. Un ministre conseiller, d'après la Convention de Vienne, ne peut travailler qu'à une ambassade. Donc voilà un petit peu. Donc on répartit un petit peu les petits pains. Nous sommes des multiplicateurs, sans être Jésus-Christ, sans avoir ce don de miracle. Mais nous sommes des fabricants de gestes de conciliation à chaque fois que quelqu'un parle. Donc on n'a pas une vraie opposition. On n'a pas une opposition structurée. On a une opposition en fonction du moment. Pour avoir une opposition, il faudrait avoir des partis politiques structurés, avec un local, avec un personnel. Nous n'avons pas ça. Avec probablement une philosophie, une vision aussi. Oui, avec une philosophie, avec une vision. Écoutez, soyons sérieux, depuis 30 ans, avec l'émergence des partis politiques en Haïti, la misère n'a fait que croître. Certains se disaient de gauche, d'autres se disaient de droite. Mais nous n'avons simplement vécu que deux moments politiques forts en dehors de toute structure de parti politique, une extrême gauche populiste et une extrême droite. Et une extrême droite populiste. Le populisme, quelle que soit son orientation, est néfaste pour la patrie, est néfaste pour la nation, est néfaste pour la République. Et nous avons ça. Donc, et si vous le voyez, qu'il y a même une forme de dérision de la part de la population, si je demande à quelqu'un, quel que soit son niveau d'études, est-ce qu'il a lu le document programmatique d'un candidat X, Y, Z, on va me répondre non. Mais tout le monde va se rappeler des slogans. Mais vous avez dit, justement, vous avez parlé de slogans. Le soleil, l'air, la terre et l'eau, ce n'est qu'un slogan pour vous répéter. Mais au moment de la campagne électorale, professeur, est-ce qu'il y avait mieux? Est-ce qu'on ne proposait pas mieux ou bien est-ce qu'on proposait mieux? Un slogan ne peut pas être mieux par rapport à un autre. Un slogan vaut un slogan. Oui, mais par rapport aux autres candidats. Attendez, là, moi j'ai un problème. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats? Est-ce que tout n'était pas orchestré comme en 2011 pour avoir un candidat? Alors, comme dans le jeu démocratique, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient là, on les a mis sur la scène. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient que des acteurs de deuxième catégorie. L'acteur principal était M. Jovenel Moïse, qui était, quelque part, il y avait une coalition qui avait décidé qu'il sera le prochain président de la République. Comme en 2011, on avait décidé, quelque part, dans des officines malsaines, clintoniennes, que M. Martelly allait être président. Donc on a décidé de la même chose. Donc c'est 15% de taux de participation. Donc la décision a toujours été américaine. Saint-Esprit, le Saint-Esprit. C'est-à-dire? Les Américains, les Français, les Canadiens, ils ne sont pas neutres non plus. La ministre, on a vu le rôle de M. Mulet. Il porte très bien son nom, M. Mulet. Vous savez que la race de Mulet, les mulets ne se reproduisent pas. Parce qu'ils sont le croisement d'une jument avec d'un âne ou d'un cheval avec une ânesse. Donc ça ne se reproduit pas. Il nous a donné ça à notre face, au nom de la démocratie. Mais où étiez-vous, haïtien? Non, je l'ai toujours, moi j'ai toujours gueulé. Non, j'ai gueulé. Je ne parle pas de... Je gueule depuis la présence du Tunisien à la MINUSTAH, qui malheureusement est mort lors du tremblement de terre, qui avait fait venir des chiens. Edi Anabi. Edi Anabi, qui avait fait venir des chiens du côté de l'hôtel Christopher pour chasser les Haïtiens. Ils s'étaient comportés comme un Rochambeau. Et les Haïtiens s'étaient tués. Après, à un moment, on a eu un Valdés d'une rare arrogance. Ce Chilien venu de nulle part, qui pensait qu'il était le faiseur et le donneur de leçons, qui a avili cette classe politique haïtienne, qui les recevait avec du bon vin chilien Santa Carolina. Et tout le monde était heureux de dire que j'étais l'ami de Gabriel. Mais Gabriel se foutait de la gueule de tout le monde. Juan Gabriel.
C'est pas Anna Gabriel, c'est Owen Gabriel. On a eu la même malpropreté avec ce Caribéen qu'on appelle Colin Gunderson, qui a foutu ce pays dans la merde. Il faut faire l'histoire de ces figures emblématiques des organisations internationales qui ont détruit systématiquement ce pays. Après, on a eu ce Ladamine de l'OEA, on a eu Nsulsa, on a eu Mulet. Moi, je pense que nous avons connu notre lot de misère. Maintenant, parlons de la MINUSTAH, et parlons de la MINUSTAH dont la mission arrivera à terme en octobre. Est-ce qu'on est prêt? La MINUSTAH était déjà une anomalie. Est-ce qu'on n'est jamais prêt pour l'arrivée d'une anomalie? Est-ce qu'on n'est jamais prêt pour le départ d'une anomalie? Si on essaie de faire le bilan de la MINUSTAH, le plus gros succès de la MINUSTAH, c'est quand on nous dit qu'il y a 15 000 policiers. Bon, le ratio est réellement faible, avec un taux de diplomation de variant entre 700 et 800 par année. On va arriver à avoir le nombre de policiers nécessaires quand? La MINUSTAH a aussi toléré la création et la formation d'un tas d'unités spécialisées. On se perd maintenant dans les méandres des unités spécialisées de la police. Mais cependant, l'unité la plus importante qu'on aurait dû avoir, on a poli tout, on a poli jeunesse, on a poli Sénat, on a poli Parlement, on a poli Palais National, on a toutes les polis. Mais la police la plus importante qu'on devrait avoir, c'est une police frontalière. Parce que nous perdons entre 300 et 500 millions de dollars américains sur la frontière. On ne l'a pas. Pourquoi on ne l'a pas? Il faut se poser des questions. Malgré qu'à un certain moment, on avait un contingent de la police frontalière italienne pour faire la formation pour cette unité. Elle n'a jamais vu le jour. Parce que ça arrange quelqu'un. On parle de la justice. Bon, oui, bon, peut-être qu'il y a certains tribunaux qui ont été construits. Dernièrement, j'étais à Jérémy au mois de mai, le 17 mai précisément, soit 8 mois, 7 mois, après le passage de Mathieu. Bon, écoutez, c'est un poêlard qui recouvre le tribunal de paix de Jérémy. Donc j'étais debout en train de témoigner. Je devais chercher un endroit où l'eau coulait. Aujourd'hui encore? Où l'eau, jusqu'au 17 mai, je ne sais pas pour aujourd'hui, où l'eau coulait. Donc je cherchais l'endroit où l'eau coulait le moins pour pouvoir me mettre debout. Donc alors, est-ce que la justice est une réussite? Est-ce que le CSPJ a les moyens de sa politique? Est-ce que le CSPJ, là nous sommes dans la corruption, est-ce qu'il y a une unité permanente au niveau du CSPJ pour faire le vetting? Depuis l'existence du CSPJ, il n'y a aucun juge qui a été pénalisé. Donc il y a un problème. Mais par contre, je peux vous dire que depuis tantôt 2 ans, 3 ans, au sein du SPJ, il y a 2 ou 3 membres qui s'occupent de l'évaluation logistique des tribunaux. C'est plus facile de s'occuper, est-ce qu'il y a des bureaux, est-ce qu'il y a un nombre de chaises. C'est plus gratifiant parce qu'on se déplace beaucoup. Mais on ne s'occupe pas de la moralité des juges. Alors, règne de l'impunité. Donc, est-ce que la MINUSTAH peut se targuer de choses positives? Oui, la MINUSTAH nous a légué certaines choses. Le nombre d'enfants sans père. L'homosexualité qui a augmenté. Les viols. Et aussi le choléra. Oui, on nous laisse ça. Pour le choléra, oui, bon, ça se comprend, les preuves sont là. Mais les viols, celui de... Oui. On avait le cas de Port-Salut. Il y a même un monument érigé par Éric Jean-Baptiste en hommage de cet acte de viol avec l'Uruguay qui nous avait donné 3 millions, $1 par habitant. Non, ce n'était pas un hommage, c'était pour protester contre, pour attirer l'attention sur la nécessité de faire partir les bon, moi je pense que c'est un hommage du pays, non? C'est un hommage à la victime. À la victime. À la victime. C'est ça. Merci de la précision. Pour ça, on va observer la pause. On va revenir pour évoquer d'autres sujets au cours de cette émission. On l'a dit déjà, il faut qu'on aborde la question des jeunes qui quittent le pays en direction du Chili. On va très certainement parler... Juste une correction. Oui. Les jeunes ne quittent pas le pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient le pays. Ils fuient le pays, d'accord. Ils fuient le pays parce qu'ils sont contraints par l'État de fuir ce pays. Ils sont contraints par l'État de fuir le pays. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Demeza est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le professeur Demeza est avec nous aujourd'hui. Et là, les jeunes ne quittent pas le pays, les jeunes fuient le pays. Et la différence? Ah, il faut ajouter le deuxième membre de phrase. Oui. Ils sont contraints par l'État de fuir le pays.
Il y a un rapport, je crois, qui date de 2014 de la Banque mondiale, qui dit qu'il loue la migration des jeunes cadres vers l'extérieur, en disant ceci: quand les jeunes cadres partent, on a moins de pression sur les postes disponibles. Donc ça évite les conflits sociaux. À titre d'illustration, le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé un appel d'offres pour 42 postes en termes de contrôle de qualité. Il y a plus que 1000 CV déposés. Je crois que ça devrait interpeller le MRH, ça devrait interpeller le gouvernement dans son entier. Ces jeunes sont désespérés. Deuxièmement, la Banque mondiale a dit aussi dans ce rapport, quand ces jeunes partent, ils travaillent, ils transfèrent de l'argent dans leur pays d'origine. En 2016, le montant transféré par les Haïtiens vivant à l'extérieur, c'était 2,2 milliards de dollars américains. À 70 gourdes, ça faisait 154 millions. Ça faisait 154 milliards de gourdes. Le budget de l'État haïtien était de 121 milliards de gourdes. Donc les transferts sont plus importants en termes de revenus que l'État haïtien dispose pour son budget national. Donc il est donc tout à fait logique que le gouvernement forme des gens à bon marché et leur dise « partez ». Rares sont les familles haïtiennes qui ne dépendent pas d'un transfert. Les 80% qui vivent dans cette nomenclature occidentale de pauvreté relative et de pauvreté absolue, à mes âges, on appelait ça la misère. Comme la misère est un mot qui choque, il faut parler de pauvreté relative, pauvreté absolue, de résilience. Donc on est en train de lolo cette population. 80% de Mounsayo vivent dans des conditions affreuses. Donc ces jeunes, ça vous pâtit, qui voyez bon mois, bonne semaine ou bon mois, malin, on $50, on $100, qui permettent famille ça yo, pas sauter dans la misère, mais sauter tête dans une situation où il n'y a pas qu'à manger. Aidez-nous à comprendre, professeur, le fait que des marches là, ou décisions logiques, est-ce que ça veut dire son bon bagage que lui? Est-ce que ça veut dire que le mérite encouragé? Le fait que ces jeunes décident de non, mais je suis très à l'aise pour me dire de quitter le pays, mais au moins on me dit que c'est fuir payant ou capable de bonnes raisons pour dire. Mais est-ce que son bon bagage, le fait que ils sont obligés de partir pour voyer l'argent, alors qu'il y a d'autres courants de pensée qui font quoi, professeur, que rester dans le pays en tout, c'est d'abord, pas rester dans le pays, c'est une fuite de cerveau. Force que ces jeunes-là représentés étaient capables de travailler à faire prospérer le pays. Est-ce que nous sommes capables, je dis, que, OK, ils sont contraints par l'État de quitter le pays et c'est une bonne chose? Ah non, mais nous, pour la Banque mondiale et pour l'État, le gouvernement, c'est une bonne chose. Mais pour la République, pour la nation, c'est une très mauvaise chose. Quand nous avons un agronome qui quitte Haïti, nous avons dépensé presque entre 80 et 100 000 $ pour le former pendant 5 ans. Former un agronome au Canada coûte 500 000 à 600 000. Donc le Canada récupère des agronomes déjà formés sans avoir investi un sou pour eux. Donc est-ce que le Canada nous aide ou est-ce que nous aidons nous payons les Canadiens cette aide en leur donnant une main-d'œuvre qualifiée? Quand on voit Mme Michelle Bachelet débarquer en Haïti pour venir signer quoi? Un protocole d'accord de reconnaissance des acquis des diplômes. Mais excusez-moi, ça se fait via des ambassades. Si elle est venue, c'est parce que ces cadres apportent quelque chose de plus à l'économie chilienne. Au lieu de former un agronome qui doit aller travailler dans les vignes, dans les vergers, qui va coûter 300 000 $ au gouvernement chilien, on les forme pour rien. Simplement, on les accueille au Chili. Donc c'est rentable pour eux. Donc je ne pense pas que le Mexique nous a donné ce privilège parce qu'il y avait seulement des ouvriers. Il y a beaucoup de jeunes diplômés universitaires là-dedans. C'est une catastrophe. Mais pour le gouvernement, c'est une source de revenus.
pour le gouvernement, c'est une source de stabilité sociale. Parce que moins qu'on a demandé emploi, famille n'a pas de misère, misère, mais mon réussi à manger un plat de riz, même s'il n'a pas mangé à sa faim, transfert dans le Québec. Là, vous arrivez pour le petit loyer, un sacrifice qui fait là-bas, c'est quand on fait sol, ils ont empêché les gens dehors. Donc ça arrange le gouvernement. Mais c'est dramatique pour le pays. Ces jeunes avec 5 000 $ pour aller dans ces pays, avec visa, passeport, tout le bagaille, avec 5 000 $ américains, on peut créer un business. On peut créer une activité rentable. Et je vais avoir des types de questions, activité rentable que tu as créer. Justement. Nous importons 1 200 000 € par mois, par jour. 400 millions d'euros par année, ça fait 1,2 million. Nous en produisons 120 millions seulement. À titre d'exemple, la République dominicaine en produit 1,750 milliard par année. Non, mais est-ce que ce n'est pas justement message ça, l'évangile ça, je dis, faire savoir à ces jeunes que l'argent ça qu'ils apprend pour payer ticket, pour vivre, tout parce que je suppose qu'il y a là un temps d'adaptation. Maintenant, est-ce que comme ça, si au minimum d'encadrement il est jeune, est-ce que pas capable d'arriver à aider famille bon, je ne vais pas dire sans tenir compte de l'État, mais même tout assurer un avenir sans que pas obligé, par exemple, quitter le pays, à vivre loin de famille. Et même si, en dépit de tout ça que ça est capable de porter pour eux, c'est quand même une aventure, professeur, pour ces jeunes. Écoute, mais c'est le troisième élément à vous dire. Non seulement que l'éopathie a évité la crise sociale, mais il y a notable. Mais l'État n'a pas voulu aider autour. L'État n'a pas voulu prendre en compte. Parce que les intérêts de l'importation sont trop importants par rapport à la production nationale. Pour produire un œuf, c'est 14 semaines pour produire une pondeuse. Pour produire un poulet à consommer, à manger, c'est entre 30 et 42 jours. C'est pas sorcier. Oui, mais comme jeune... Donc pourquoi ne pas aider? La formation technique dure exactement une semaine. Vous pensez que... Je ne vais pas prendre, je vais poser une question au professeur. Nos jeunes, qui finissent fait pour la plupart études classiques, gagnent même qui arrivent dans l'université. Vous pensez qu'il y a un pile là-dedans qui dispose aujourd'hui, là, diront ça que al produiseux, vous pensez qu'il fait? Il va faire. Mais par contre, les arrivés chez lui, il a fait. Après, pour nous, j'ai fait le tour une bonne partie du pays au mois de mai. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes universitaires qui sont en train de constituer des mutuelles, donc qui mettent leur avoir ensemble pour se lancer vers la production. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais il y en a quand même, il y en aura toujours. Mais il y aura toujours ceux qui veulent partir. Mais il faut aussi que l'État ait une politique proactive. Prenons un exemple simple là-dedans. Mais Oussouk dit tout à l'heure, tout professeur, oui, c'est bon d'avoir une politique proactive, mais vous avez dit que depuis plusieurs années, depuis environ une trentaine d'années, professeur, l'État met ses citoyens à la porte. Les Haïtiens ont voté à partir de quoi? Ceux qui prennent la direction des urnes, professeur. Slogan? Eh bien, un slogan, on dit déjà, c'est pour une vision. C'est pour une vision? C'est pour une vision, professeur. Donc, c'est méthode dehors. Donc, au moins, nous d'accord son point, nous avons un point commun dans ce même piste-là, c'est qu'en cours, une volonté systématique pour jeunes qui quitter le pays. Mais maintenant, qu'est-ce que ça doit faire? Qu'est-ce que ça doit faire? Qu'est-ce que ça doit faire? Mais écoutez, il faut inverser la pyramide des investissements. Si nous prenons la pyramide de la population, le sommet, il y a très peu de gens. Dans la pyramide des investissements, le sommet est vers la base. Il y a moins d'investissements pour les 80% de la population vivant dans la misère et plus d'investissements pour cette minorité de 1 à 2%. Nous asphaltons des rues pour qui? Ce n'est pas pour malheureux. Nous allons construire des routes sur la mer. Ce n'est pas pour malheureux. Nous allons payer courant 24 heures sur 24. Oh, tout le monde connaît 60% de la population va payer courant. Parce que le pas de moyen. Un instituteur gagne 12 000 gouttes net par mois. Qui ne peut pas payer courant? À qui ça? Il ne peut pas manger à 12 000 gouttes là. Quand le courant 24 sur 24 là, il a toujours payé, on nègre 100 gouttes pour ballon prise. Oui, mais c'est pas raison. Le directeur général. C'est pas raison que ce cabane courant si nous avons 24 sur 24 là pour ne pas gêner. Je ne dis pas ça. Mettre courant, il faut une planification, il faut créer tout, emploi pour les gens qui viennent payer service de guerre. Ce n'est pas créer des services auxquels
la personne ne pourra pas faire face à ses obligations. Nous avons un problème pour le faire face à manger au quotidien. Qui joue pas demander faire face à payer un bordereau d'adduction d'eau. À combien on va demander pour le payer un bordereau d'électricité 24 heures sur 24. Oui, pour l'électrification. Mais l'électrification est porteuse de développement. Je vais insister là-dessus. Est porteuse de développement, mais l'électrification n'est pas le développement. C'est la même chose. Les routes sont porteuses de développement, mais ne sont pas le développement. Parce que l'asphalte, on ne le mange pas. Pourquoi ne pas créer des ensemençoirs? Le paysan haïtien n'a pas planté semences. C'est green maïs. Les couper tête là, extrémité tête là, les couper en bas, les nous sac dans mi-temps pour servir semences. Pour la peine, ils mettent 3-4 graines dans chaque trou. Donc, si graine maïs était déjà atrophié, mais c'est tout, récolte là encore pas atrophié. Ça fait 1 tonne de rendement à l'hectare. Simplement en achetant un appareil de 50-60 000 $ américains pour faire des semences de maïs, nous pouvons augmenter le rendement. Nous pouvons doubler le rendement. La même chose pour les haricots. Tu es de Jacmel, où vivent-ils chaque année? Cette belle verdure créée par la plantation de pois Congo. Mais c'est rien de pois Congo il y a planté. Que au Québec, en réserve, nos timamites, tu mets sécher pour planter l'année d'après. Pourquoi ne pas faciliter l'accès à des semences? Lorsque vous prévoyez une semence, il y a un taux d'humidité, il y a 98% de taux de réussite. Et la bord des écoles beaucoup plus grandes ont plus grand rendement. Pourquoi ne pas mettre ça 4-5 ensemençoirs de façon à faciliter la proximité? Pourquoi ne pas aller vers la production de poulet de chair 30-40 jours? Et l'argent est là. Nous avons 1,5 milliard. Justement, nous avons 1,5 milliard qui dorment à la BNC. L'article 4, et ça il faut dire merci, j'ai beaucoup de problèmes avec M. Latortue, Gérard Latortue. Mais il a laissé un cadre légal fondamental pour le développement de ce pays. Mais malheureusement, on crachait sous vous. Le décret de 2005 portant réorganisation de la Banque nationale de crédit prévoit, en son article 4, 25% de dividendes à l'État haïtien, 10% comme réserve légale, 65% pour financer un projet social, des projets sociaux et économiques. Mon seul projet social et économique BNC financé. Par contre, et pas oublier ça, la BNC est une banque commerciale, mais c'est une banque, ça c'est combien de faire, oui? À 12%, à 12%, quasiment tout ici, on n'est pas marché. Par contre, son banque publique commerciale, qui appartient à tous les Haïtiens, qui service BNC là nous-mêmes. Je dis bravo, malgré tout reproche au café Unibank, je dis bravo à l'Unibank, qui nous donne l'Ivan Folie. Bravo, qui nous permet d'avoir 43% de rabais. Bravo la Unibank. Bravo la Sogebank, qui finance la lutte contre le cancer. Bon, moi, exemple comme ça que BNC a fait. Rien. Bravo la DGCL, qui construit des écoles. Qui c'est la BNC fait? Comme entreprise étatique. Rien. Rien. Mais par contre, tous les paletots élus ont droit à des prêts. Tous les paletots élus ont droit à des privilèges. Non, mais s'ils font mon taux de solvabilité, professeur. Écoutez, le Unibank financier, il faut pas quoi faire pour rentabilité, non? Non, on va parler de crédit. Les paletots qui ont droit au crédit, vous avez dit. M'a dit, il ne faut pas le droit au crédit, non? Mais il faut qu'on réserve qui crée pour ça que pas gagner. Ou bien, dire Kaipam était tellement exigeant avec un taux trop élevé, ça n'a pas marché. Ça a été un échec. D'ailleurs, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, que fait donc cette institution est là pour ça? Pour permettre aux jeunes d'avoir accès à la vie. Nous sommes en train de pousser ces jeunes vers l'aventure. Parce que Haïti n'est plus pour eux. Il y a une crise existentielle. Et je crois qu'il faut simplement utiliser le titre du livre éponyme de Christophe Ouani, Haïti n'existe pas. Parce que l'haïtien est en voie de disparition. Le moun, nous pas moun, il pas prendre pour moun, qui joue qu'à vivre dans des conditions ça. Et nous avons tous nos marxistes, tous nos communistes, qui sont passés comme ministres, qui sont passés comme chefs de cabinet, qui sont députés, qui sont sénateurs, et qui regardent ça de haut avec dédain. Ce peuple a faim. Ce peuple n'a pas besoin d'autoroute pour le moment. Oui, nous avons besoin d'autoroute pour le développement, mais ce peuple a besoin d'une des réponses concrètes.
Nous ne pouvons pas payer un œuf 8 gouttes. Nous ne pouvons pas payer un petit poussin 60 gouttes. L'artisanat de ce pays, tu es de la ville de l'artisanat. On a eu l'embargo généreux de 93. La générosité de l'embargo pour sortir le peuple de la misère. Jusqu'au 30 septembre 1993, Haïti exportait pour 25 millions de dollars d'artisanat. À 20 goudas le PEC, ça faisait déjà 500 millions de gourdes. Actuellement, en 2014, les derniers chiffres que j'ai en main, nous en exportons seulement pour 6 millions. Si nous arrivons à relancer l'artisanat, rappelez-vous de la route du Nord, quand on arrivait du côté de l'Arcaïe. Des deux côtés, il y avait des objets en latte de bananes. Et chaque samedi, je ne cite pas le nom de ce producteur, de cette entreprise, avec son camion passait et achetait cash. Pas de gain misère en pleine, non? Parce que cette production artisanale se faisait en dehors des heures des champs, en dehors des heures pour aller s'occuper des animaux. L'autre arrivé, Jacques Mel, à 25 millions, l'autre allé en bas centre-ville, là. N'est-ce pas de camper dehors après les dans l'atelier de production artisanale. Toute la rue, hein, où tu as joué un plateau, toute la rue, où tu as joué un cabaret. Des deux côtés. Des deux côtés. Tout le monde a travaillé. Quand il y en a allé, ils ont mis un bon mâchoire. La vête a fait fixe dans l'objet. Donc si nous relançons cette production artisanale, si nous relançons nos exportations, il y aura donc des emplois à créer. Si nous allons acheter des paniers en atanier à Bombardopolis, nous investissons pour acheter ces paniers à 25 gourdes. Nous en achetons 50 000. Voyez l'argent qui va circuler à Bombardopolis. L'espoir, la vie, tandis que nous sommes dans une période de désespoir. On nous promet des choses irréalistes. Route en l'air à 500 millions, courant pour 1 milliard, réparation du réseau électrique pour 250 millions. On ne pêche ces prétentions de nous. On inverse ordre pyramide là. On ne gâte qu'à font partie investissement, aller pour 80% de la misère. On ne suspend pas tête nous mentir. Je crois que nous souffrons. Vous savez, on parle beaucoup de syndrome. On parle du syndrome de Stockholm, on parle du syndrome, etc., etc. Moi, je parle du syndrome du marbre inscrit. Tout président d'Haïti besoin de un gros bâtiment que le marqué, inauguré le 22 septembre 1963, même avec l'époque de la présidence à vie de François Duvalier, de ce bâtiment, par son excellence le président intel. Mais personne ne veut prendre le risque de s'orienter vers la satisfaction des besoins minimaux de cette population. Ça a été fait en République dominicaine. Ils ont produit œufs, ils ont produit manioc, ils ont produit spaghettis, ils ont produit pâte de tomate. Pour que la population ait accès à ces produits de base à un prix normal, à un prix agréable. Ils ont produit salami, ils ont produit saucisses avec dos poule, res poule. Qu'est-ce que nous faisons pour satisfaire les besoins primaires de cette population? Rien. Rien. 11 œufs vendent 8 gouttes, 11 œufs vendent 4 gouttes République dominicaine. 100% de différence. Tandis que 14 semaines, on achète une pondeuse, à partir de 14 semaines, on commence à pondre. On peut répondre à ces besoins. La République dominicaine, dans le secteur avicole, c'est 170 000 et 200 000 emplois. Je ne pense pas que la construction de cette route de 500 millions va nous donner 200 000 emplois. Permanent et direct, sans compter les emplois indirects. Question d'un auditeur. L'État est-il le seul employeur? L'État a 78 000 employeurs, le secteur privé formel 200 000. Tout le reste est au niveau de l'informel et la DGI dans un souci absolu d'emmerder ceux qui paient déjà des taxes, au lieu d'avoir le courage d'élargir l'assiette fiscale, c'est-à-dire de demander à plus de gens. Élargir, ça veut dire taxer moun plus. Élargir, ça veut dire tout. Faire plus moun payer. Nous sommes petits sous-coups moun qui payent taxes dans le pays d'Haïti. On connaît très bien l'histoire, 11 amis. Jacques Mel, qui t'a acheté un caille bon marché, hein, pour le défendre dépôt gaz propane. Il t'a demandé 50 000 $ américains pour lui, il t'a offert 40 000. Son machin qui t'a vendu dans machin, un bourrette, qui a acheté dans 50 000 $. Dans le DGI, il dit qu'il faut le prendre carte d'identité, on NIF. Matricule fiscale de 250 gouttes, mais demain dans l'air, c'est petit peuple, DGI a pété fiel. On ne suspend pas tête, nous mentir. Et les commerces vont passer dans la rue, où je 250 000, 300 000, 400 000, 500 000 gouttes de marchandises. C'est petit peuple, il doit prendre la rue, la vente, il n'y a pas de patente, il n'y a pas rien. On ne suspend pas tête, nous mentir. Il y a 1 million de motos dans ce pays, il y a 200 000 qui n'ont pas de plaque. Dans 800 000 là, on a probablement 500 000 qui pour policiers, qui pour députés, qui pour sénateurs, qui pour nègres proches pouvoir, donc il y a besoin d'une plaque. Depuis la police qui était, il est tellement. Donc si on va chercher cet argent, vous ne pensez pas qu'on pourrait faire beaucoup de choses?
On pourrait faire beaucoup de choses. 1 million de motos. Pourquoi ne pas avoir une entente avec les importateurs de motos, comme pour les importateurs de voitures? On vend moto en sortie, il faut le plaque, il faut l'assurance. Même jouer en machine. Son matériel roulant, on ne le fait pas. Parce que qui sont propriétaires des motos qui font le taxi? Ce sont des popos, ce sont des papas, ce sont des pupites, ce sont des sénats, etc. Donc on se fout de la gueule de cette population. Arrêtons de jouer là. Alors, on est des points que pour notre émission, on l'a pas avancé. Question de l'insécurité terrienne. Bon, je vois beaucoup de gens s'intéresser à l'insécurité terrienne. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui prend de l'extension. Au lieu de parler de sécurité ou d'insécurité, moi je parlerai de sûreté, qui est un concept beaucoup plus englobant. La sûreté implique la sécurité des vies. Avec 15 000 habitants, 15 000 policiers, nous sommes bénis des cieux et il aurait dû y avoir beaucoup plus de crimes. Dernièrement, je crois samedi ou dimanche, il y avait une panne d'énergie à la Cour New York. Il y avait 3 à 5 000 personnes à la Cour New York et il n'y a eu aucun incident majeur. Pas de gain gourmet, pas de gain rien. Donc ça dit réellement, nous sommes peuple qui arrivait, l'un voulait bien comporter, nous bien comporter. La Cour New York, c'est à Jacmel. Oui, yeah. Je parle de Jacmel. Donc c'est même bagarre là, on ne parle pas courir dans la rue, je ne mon Dieu sous le champ de masse, malgré tout. Bon, il y a des cas de violence qui hantent l'imaginaire et qui vous posent des questions. Ces assassinats qui ont eu lieu, je ne les banalise pas, je les condamne. Il y a cette insécurité des biens, l'insécurité foncière. C'est inadmissible. Quand on voit sur des sites, ce sont des voitures service de l'État. Et le ministre de la Justice, qui annonce son départ pour la Floride, pour aller parler des conséquences de l'insécurité foncière sur les investissements de la diaspora. Sont timides, monsieur, il faut des belles feuilles de route. Mon ministre de Justice, c'est moi pour résoudre le problème, non? M'a plaigné même Jacques tout citoyen. C'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Plaque machine, yo paraît sous propriété les Benoît. Je vous salue, particulièrement Gilbert. L'État n'a pas fait rien. Moi, je suis en conflit. Je ne peux pas avoir l'exéquature malgré l'arrêt de la Cour de cassation à Saint-Marc. Est-ce qu'on peut parler de complicité de l'État au plus haut niveau? Qui sont les bénéficiaires? Qui sont les grands bénéficiaires? Alors, pensez, c'est pas parce qu'on n'a pas le taux, pensez au cas de l'insécurité foncière, non? On ne peut pas bénéficier de rien. Il y a une principale, là. C'est là qui gagne double paletot, triple paletot, qui gagne manteau de fourrure, qu'elle vole des gens. Ah oui, si on construit le village. Qui côté de balai? Avec un ministre de justice pareil, qui est plein. Où est côté de balai? Nous allons vers l'abîme. Il y a aussi la sécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire. Il ne faut pas oublier le tout. On ne produit pas assez. Produisons. Moi, je vais travailler avec un groupe de la Croix des Bouquets. Ils sont 15, ils sont créés une mutuelle. Nous allons le faire boule. On allait toujours où il y a une sécurité. Un moment, où est ce cap là, où dit au niveau de Saint-Marc ou exéquature? Oui, depuis 1997. Maintenant, l'exéquature du parquet du tribunal civil de Saint-Marc pour mal récupérer thème, on n'est pas capable. L'État, le ministère des Finances en 2006 a signé un accord pour créer le club Indigo sous thème qui pour moi, sans me au courant. Et jusqu'à présent, m'a demandé contrat pour m'analyser pour mal dans le tribunal, je vais aller bon. Moi, je éclairé. Le club Med prend thème, son concession l'État haïtien. Je n'ai jamais touché un goût de location à 20 000 $ par année. Jusqu'à présent, comme le DG, il ne m'a pas gagné. Et je m'appelle Auguste de Mesa, j'ai une grande gueule. Pour une fois, je me parle dans la radio pour me dénoncer. Et vous faites toutes des marches? Ah, mais je ministre Finance. Je suis ministre Finance depuis O'Donnell Fenestor. Alors, qu'est-ce qu'a volé? C'est pas malheureux qu'a volé. Vous voyez malheureux devant. Dans la zone, il y a volé. Malheureux par quand on suit là. Il instrumentaliser des gens pour dire qu'on s'accueille ou faire réclamation d'ici où tu es propriétaire. Moi, il y a le prendre terre.
compagnie qui vend les Isuzu. Son auto. Non, Inuto. Son auto. Pas son auto. Isuzu, c'est la Tesla, c'est sur la route. Automeka. Automeka, ok. On est sérieux. Une compagnie qui est installée là, ils utilisent un stratagème. Non, mais il te fait pour son auto. Il te fait pour son auto. Et le juge n'a tombé dans le piège là. Pour montrer que c'est légal, il a fait papier sur M. Moscoso. M. Moscoso est peut-être actionnaire à cette entreprise, mais il n'est pas le propriétaire du terrain. Et il y a un juge qu'il faut référer, c'est mon beaucoup, non? Donc c'est voulu. Il y a l'insécurité routière. On n'en parle pas. Parce que M. de Goldenberg ne meurt pas toujours sur les routes. Ce sont nos Madame Sarah dans des camions vétus. Mais à qui sont ces camions? Et moins de circulation à Palais, nous allons prendre des mesures drastiques. Mais excuse, il faut restaurer l'inspection, il faut que ces voitures soient contrôlées, comme dans tout pays sérieux où on respecte la vie humaine. Mais on n'en parle pas. Parce que M. de Gaulle ne meurt pas mourir dans ce type d'accident. Ce sont nos Madame Sarah qui meurent. Ce sont des inconnus qui meurent. Chaque accident, il y a 30 personnes, 40 personnes. Dernier, c'était Cavaillon. Bon, d'ailleurs, de temps à autre, machine de la police à côté de gros officiels qui ont frappé mon yo, pas m'arrêter. Il y a cette insécurité aussi. Il y a cette insécurité de la liberté. À fond de clé sous ça, de plus en plus, il y a une tendance à faire taire des voix dissidentes. Et d'ailleurs, quand il y a des déplacements en province, la présidence invite les propriétaires des médias qu'elle voulait. Les va inviter toutes. Donc, sur liberté, nous sommes face à de grosses menaces sur la liberté d'expression. Nous sommes face à de grosses menaces sur la liberté de presse. Donc, insécurité, il faut le mettre dans le cadre global. Ce n'est pas insécurité foncière, insécurité des vies, insécurité des biens. C'est global. Il faut avoir un concept de sûreté au niveau de la santé. En plein 21e siècle. Nous regrettons ce qui s'est passé à l'université. Ce jeune, est-ce qu'il méritait ça? Ben, il y a des raisons d'ordre psychologique qui peuvent expliquer les comportements. Bon, c'est toute une émission pour nous faire sur lui. Mais qui est coupable? Le coupable, c'est l'État qui a laissé dégénérer cette crise de l'université. Les coupables, ce sont ces enseignants qui ont toléré qu'on soufflette un professeur parce qu'il était qualifié de droite. Mais comme maintenant les professeurs de gauche aussi sont soufflettés, n'est-ce pas moins. Comme l'a dit Serge Petit Frère, Roger Petit Frère à une station de radio, n'a pas parlé d'un débat d'université. Mais son faux université, qui développait sur le mensonge le plus abject à partir de 1986. Le docteur Jean-Baptiste Romain, docteur d'État en ethnologie de la Sorbonne. Il mettait tout au nid dans la faculté d'ethnologie, on fait l'aller. Il y a un avocat de 70 ans à la faculté de droit. Il fait un barrière, il dit, monsieur Souvla, allez monter barrière. Monsieur Montel tombe à terre. Il ne s'en est pas remis, il est mort de chagrin. Mais qu'est-ce qu'il était fait? C'est Nexo Koulian qui doit être professeur. Il fallait éliminer, il fallait détruire. Alors maintenant, ils sont victimes. C'est le juste retour de la médaille. Ah mais c'est la grande connerie que l'État ne comprend pas. Nous perdons 225 millions de dollars américains chaque année en transfert d'Haïti, des parents d'Haïti vers les enfants en République dominicaine. C'est 225 millions de dollars. Et encore, malheureusement, chaque année, nous enregistrons un jeune mort, assassiné, soit par des Dominicains, soit par des Haïtiens eux-mêmes. Pas venir parler de ces 500 millions de dollars qu'après j'ai problème payeur. Pas venir dire ça que c'est l'électricité 24 heures sur 24 qu'après c'est résoudre le problème payeur. Il faut de l'emploi. Je n'oublierai jamais le deuxième mandat de M. Clinton. Il avait utilisé un mot simple. Job and more job. Nous-mêmes, nous avons 400 millions, 4 millions de monde dans la population active là. L'État a 70 000, 80 000 employés. Secteur privé formel là 200 000. Je ne vois aucun monde dans l'État parler de politique de l'emploi qui je ne peux pas le faire. Rien, le silence. Parce que les enfants de cette minorité
que c'est ça qu'à l'école, pas l'école, toujours un petit filière ONG pour mes petits qui sont étudiés, USA au Canada ou en France, parce qu'ils ont monopolisé toute bourse et petits là-bas. Ces bourses pas intéressés ou pas joindre. Ces bourses pas intéressés ou pas joindre. C'est une catégorie sociale qui va au Maroc, c'est une catégorie sociale qui va au Bénin, c'est une catégorie sociale qui va au Sénégal. Et même c'est USA, c'est des bourses réservées, full right. Pour les petits, parce que nos ONG, c'est resté avec blanc. Donc ces petits, ils sont en train de reproduire une classe de parasites. Bénéficiant de ces bourses, d'une voiture plaque IT, 500 000 $ américains par mois, donc ils ne connaissent pas les affres. Ils ne connaissent pas la misère. Donc ils parlent au nom de 80% qui crèvent, mais ils se vendent. Ils se vendent. Alors, c'est même plus de la reproduction. Maintenant, vous parlez d'emploi, la création d'emplois capable de résoudre le problème, non? Mais est-ce que vous croyez tout que c'est seulement créer un job pour résoudre tout problème ou dénoncer là, professeur? Non, pas du tout. Il faut une vision. Il faut un leader qui va se faire le promoteur de cette vision de la nation haïtienne. Il faut que nous arrivons à travers toute une série d'actions liées à l'éducation à la personne, à l'éducation morale, à l'éducation sociale, à l'éducation citoyenne, pour partir à la reconquête de notre identité. Identité individuelle, identité collective et identité nationale, qui sera un facteur de reconstruction de la cohésion sociale en vue de l'unité nationale. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Non. On ne peut pas faire l'économie de cette réflexion. Parce que le premier problème qu'il faut se poser, est-ce que nos dirigeants, avant d'être haïtiens, nous sommes des mouns. Beethoven au bas le disait. On chantait du valide, nous côté mounio, m'pa ouais mounio. Et on chantait Beethoven au dit, nous pas moun, nous pas moun, nous pas moun. Est-ce que vous prenez pour moun? Est-ce que vous prenez pour moun? Faut moun, d'un fait moun, faut socialiser. Socialiser, ça va dire qu'il y a des fossés. Chaque catégorie sociale n'a fossé. Les plus pauvres dans les écoles communales et presbytérales, les plus riches dans les écoles françaises et américaines, ils ne se rencontrent pas. Malgré sa folie, malgré ses errements et tout, Wyclef avait tenté cela à Télémax, en organisant des rencontres avec différentes catégories sociales. Mais malheureusement, pas de réussite, chaque groupe social était non cafou pour compter. Nous avons des populations qui ne se rencontrent pas, qui sont en ligne parallèle. Et on creuse des fossés entre ces différentes strates de population. En clair, il faut passer tout en éducation morale. Il faut nous un carton rouge pour nous dire voler baladon. Nous applaudissons les voleurs. D'ailleurs, l'ambassadeur américain, Brandon Cullen, avait dit, vous les côtoyez, vous mariez vos enfants avec eux, et après ça, vous vous plaignez. Les voleurs sont là. Arrogants, impertinents, qui prêtent ou pas moun parce qu'on va gon tête bœuf, ou pas moun parce qu'on va gon bâton Moïse. Et nos élus, immédiatement arrivés, ils achetaient bâton Moïse, ils achetaient tête bœuf, sans pouvoir justifier l'argent. Il faut créer vie sociale, vie morale. Et après ça, on peut être citoyen. Et si nous devenons citoyens, nous pouvons donc tendre vers la dignité, cohésion sociale, unité nationale. Merci, professeur. Un plaisir de vous avoir ce matin. Conclusion très courte. Au revoir. Passez une bonne journée. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Augustin Deleza était avec nous ce matin. Merci de l'intérêt. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.